messieurs, bonsoir. Voici le sommaire du journal. L'autorité de l'audiovisuel et de la communication prépare les journalistes à une bonne couverture des prochaines élections au Bénin. Elle a organisé à Parakou une séance de formation sur la question. Quelques difficultés qui nous obligent à commencer directement ce journal sans le reste des titres. Le président Boni Yayi a procédé ce jour, comme vous allez le voir sur ces images, au lancement des travaux de construction des infrastructures techniques du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. D'un coût d'environ 40 milliards de francs CFA, ce projet va permettre l'aménagement hydro-agricole et la sécurisation, l'aménagement hydro-agricole et la sécurisation de 5000 hectares de terre, la réhabilitation de 50 magasins de stockage, l'aménagement de 13 marchés, la réhabilitation de 200 km de pistes agricoles et l'aménagement de 10 km de digues. Un méga projet qui va permettre d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. Le projet va impacter plus de 420 000 jeunes. Vous aurez les précisions sur cet événement dans nos prochaines éditions. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication prépare les professionnels des médias du service public à une bonne couverture des prochaines élections. Une délégation de l'institution est allée rencontrer à Parakou les journalistes de la station régionale de l'ORTB. Objectif, les sensibiliser sur les dispositions prises pour encadrer le travail de la presse durant la période électorale. Retrouvons à Parakou Alexandra Djotan. Les échanges ont porté sur le contenu de deux décisions majeures. La décision portant sur la pré-campagne et celle relative à la gestion de la campagne proprement dite en ce qui concerne les médias. Nous allons vivre des élections sans précédent, législatives et après communales. Nous serons obligés de couvrir ces élections en faisant preuve de professionnalisme, en respectant les temps d'antenne, en respectant l'accès équitable. Et c'est en ce moment précis que l'accès équitable a tout son sens. Présentement, même si la définition n'existe pas, nous sommes en pré-campagne. Il s'agit donc pour moi de vous exposer donc, les grandes lignes de la décision qui régit la pré-campagne en ce qui concerne tous les médias au Bénin. Pas seulement les médias du service public, mais aussi les médias du secteur privé. La décision comporte 17 articles. L'accent a surtout été mis sur l'équilibre dans le traitement de l'information et afin d'éviter des dérives de nature involontaire. Les émissions interactives doivent être préenregistrées parce que le malheur est vite arrivé. Si vous ouvrez le micro à quelqu'un, vous ne savez pas ce que la personne va dire. Il a également été préconisé le dépôt de la grille des programmes auprès de la HAC en cette période électorale. Aux différentes préoccupations soulevées par l'assistance, les représentants de l'institution à tour de rôle ont apporté des clarifications. Les participants se disent satisfaits. Cette rencontre est une opportunité parce que la HAC vient de nous tendre une perche qu'il faudrait qu'on saisisse. Parce qu'à travers les élections qui s'annoncent, c'est notre liberté qui se joue. Et cela permettra aux journalistes de l'organe de service public de redorer leur blason. Après cette étape d'information, un système composé d'observateurs sera installé pour suivre le respect des dispositions prises par la HAC. Storsella nous apprend que le ministre Aboubakar Yaya a discuté avec les populations du 1er arrondissement. Les échanges ont porté sur les derniers développements de l'actualité politique nationale. Voici les images. Voilà qui confirme l'engagement des populations du 1er arrondissement de Parakou aux côtés du ministre Aboubakar Yaya. Pour cette énième sortie, les émissaires du président Boni Yayi veulent partager avec leur base deux informations capitales. La cérémonie de ce soir poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est une information. Le président Yayi Boni a fait son
de façon transparente. La deuxième information de ce soir, et je tiens à vous dire que notre tête de liste, c'est l'honorable Baramassi. J'ai l'honneur de vous présenter le casier judiciaire de l'honorable Baramassi. Ça veut dire quoi? Baramassi est bel et bien candidat aux élections de 2015. Nous, les femmes de Parakou en général et du premier arrondissement en particulier, nous réaffirmons notre attachement à vos idéaux et vous renouvellement ici notre franche et sincère confiance. C'est pourquoi l'élu de la 8e circonscription électorale sonne la mobilisation de sa troupe pour plus de victoires. Le combat au niveau de la 8e, c'est un combat d'idées. Nous avons un bilan à défendre. Population de Parakou, mobilisez-vous. Et Parakou est l'homme qui cache le soleil. C'est ça la réalité. Quand vous prenez aujourd'hui le port sec, l'aéroport de Parakou, la traversée de Parakou, l'hôpital chinois, le projet Orio, ça fait 12 milliards. Aucune loi n'oblige Yaïboni à investir tant de milliards par rapport. C'est une volonté politique. Et pour accompagner cette volonté du président Boni Yayi pour le bonheur des populations du Parakou, Aboubakar Yaya et Rachid Gouadamassi ont invité les populations du premier arrondissement à la vigilance et à plus d'engagement aux côtés du président Boni Yayi. Mchabi Sika reste et demeure aux côtés des forces Kori pour un Bénin émergent. Il l'a fait savoir à travers une déclaration publique à Tchaourou. Je vous invite à suivre. Mila, avec la foi, on peut tout. C'est donc sous le signe de la foi que Karim Mchabi Sika a placé sa déclaration. Le député rend grâce à Dieu, ensuite au chef de l'État, Boni Yayi, et aux populations qui lui ont toujours accordé leur confiance. Je tiens à rendre grâce à Dieu. Je témoigne ensuite ma profonde gratitude au président de la République, le docteur Boni Yayi. Toutes les populations sont remerciées, celles-là qui m'ont adopté sans contrepartie. Puis vient le moment tant attendu, la confirmation de son bloc politique qui reste toujours le même. Militantes et militants, population de la 8e circonscription électorale, pour les élections législatives prochaines, je vous appelle à la confirmation de cette fidélité au président de la République. Je veux nommer le président Yayi Boni. Karim Mchabi Sika vient de couper court aux rumeurs. Celles lui prêtant des intentions de vouloir tourner dos aux forces Kori pour un Bénin émergent. Un sentiment de satisfaction pour les militants. Sincèrement dit, je suis très ému et il est compris de tout le monde. Donc c'est un acte positif. Convaincus, les militants FCBE de Tchaourou ont chanté, dansé avec l'élu parlementaire qu'ils qualifient de digne fils de la localité. À la Société béninoise d'énergie électrique, les cadres en charge de la communication et du protocole sont en formation à Boycon. Gilles Dansou nous parle de cette formation axée sur l'accueil de la clientèle et aussi sur l'amélioration des performances de la SBEE. La Société béninoise d'énergie électrique au service de sa clientèle pour de meilleurs rendements. Cela passe par une formation en matière d'accueil de la clientèle. Une clientèle qui aujourd'hui a besoin de bien d'éléments sur les prestations de cette structure étatique. La formation est axée sur la communication, une formation conduite par BG Communication. Nous avons travaillé avec les cadres dans le but d'identifier les problèmes qui se posent en termes de communication et d'image à la SBE. Vous savez par exemple qu'il y a des récriminations des clients de la SBE par rapport au service offert et globalement les clients estiment qu'ils ne sont pas toujours satisfaits des prestations de la SBE. Pourtant c'est une société qui fait beaucoup de bonnes choses.
Des recommandations sont issues de cette formation. Communiquer davantage avec la clientèle en mettant l'accent sur les efforts que la SBE déploie en vue de les satisfaire pleinement. Confectionner des affiches pour expliquer à la clientèle les tarifs de facturation et comment lire sa facture. Brander tous les immeubles de la SBE aux couleurs du logo de la société, blanc et rouge. Au nom du directeur général, le directeur régional de la SBE Zoukoline apprécie l'importance de cette formation. Cher chef section de la communication et du protocole de la SBE, la SBE a placé en vous une confiance pour partager toutes les informations pertinentes avec la clientèle et le personnel de votre circonscription de travail et le respect des dispositions des normes dans la vie. Vous devez donc être au top de la mission qui vous a été assignée. Dans votre communication, il faudra que l'information soit fiable et objective, sans ambiguïté. Alors, vous devez être accessible et ouvert à tous les travailleurs et à la clientèle. Chers participants, vous venez de passer 3 jours pour renforcer votre niveau. Nul doute que vous ne ménagerez aucun effort afin d'atteindre les objectifs que notre direction générale s'est assignée. Des actions pour approcher davantage la SBE de sa clientèle. Validation du document actualisé de politique semencière du Bénin, un document qui va contribuer à la modernisation du secteur semencier afin de relever les défis de la productivité. Cette initiative est soutenue par la FAO et l'atelier consacré à cette fin a eu lieu mercredi dernier à Cotonou sous le regard de Prévert Noutéou. Le document de politique semencière du Bénin, revisité par les experts du secteur agricole, soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce document actualisé en pleine validation est porté par le projet d'appui au développement de la filière semences au Bénin. L'une des activités majeures de cette structure est donc l'actualisation de la politique semencière, une opération orientée vers la promotion d'une agriculture moderne et dynamique. L'émergence des systèmes de production agricole intensifs repose d'abord sur l'utilisation de semences de bonne qualité. C'est-à-dire des semences qui sont issues de variétés à haut potentiel, des semences qui sont adaptées aux contraintes environnementales, des semences qui sont produites en respectant les normes et dont les produits générés répondent aux exigences des consommateurs et des autres utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir encore une étape dans la mise en œuvre et la relance du secteur qui a été franchie. C'est en effet, avec l'appui de la FAO, la révision de la politique sémencière a été réalisée et on est ici aujourd'hui pour apprécier et valider ce travail important. L'accessibilité, la disponibilité des semences de qualité est l'un des axes prioritaires du plan stratégique de relance du secteur agricole. Les semences végétales sont en particulier de la plus haute importance car elles constituent les premiers déterminants de la production sans lesquels aucun autre intrant ou investissement ne peut être valorisé. Les participants à cet atelier disposent d'une journée pour procéder à des analyses critiques des options contenues dans ce document en vue de sa validation. Dans l'agroalimentaire encore, Loukiat Dangouzato nous fait remarquer que le problème de l'importation des œufs réfrigérés refait surface. L'interprofession des aviculteurs du Bénin exprime son mécontentement. Elle reproche au ministère en charge du commerce le refus de signer l'arrêté devant interdire l'importation des œufs au Bénin. Les aviculteurs se sont exprimés hier face aux journalistes. L'interprofession des aviculteurs du Bénin est très irritée contre le ministère du Commerce qui serait à la base du blocage de leurs activités. Le sujet qui fâche est l'importation des œufs de table réfrigérés. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. En août 2014, il y a un opérateur économique avec une autorisation inopportune obtenue de la direction de l'élevage avait repris l'importation des œufs réfrigérés au Bénin. Alors que,
en 2005, nous avions signé un mémorandum d'entente avec le même opérateur, et donc l'importation qu'il y avait eu en 2014 était donc en flagrant mépris, sur en flagrante violation de ce mémorandum. Ce mémorandum auquel il faisait foi n'a rien changé à la situation. L'argument fort que ces autorités nous avaient avancé, c'est que le mémorandum qui avait été signé n'avait pas une valeur administrative qui pourrait vraiment empêcher à un opérateur de ne plus importer les œufs réfrigérés. Prenant acte de ce fiasco, l'Union sacrée des aviculteurs a opté pour la signature d'un arrêté interministériel. Mais hélas, l'arrêté jusqu'ici n'est signé que par une des parties. Première séance de travail, début janvier 2015, il nous a été confirmé que l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a déjà signé. Et que le parapheur est déjà du côté du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste, de janvier là, de début janvier là, jusqu'à fin février, de l'eau a coulé sous le pont. Et les préoccupations économiques sont des préoccupations majeures, d'importance capitale et irréfutable. On ne peut pas traîner avec. Comment on peut faire un an sur une question aussi cruciale? À cette question, les aviculteurs attendent la réponse du ministère du Commerce. Le cas échéant, ils le rendent responsable de la suite des actes qu'ils entendent poser, car, disent-ils, trop c'est trop. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest diffuse les comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2013. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni à Cotonou des cadres de l'administration publique, des organisations internationales et aussi le secteur privé. Voici le reportage. C'est au pas de charge que la ministre Françoise Assogba et sa délégation ont opéré leur descente sur ce chantier érigé dans la zone commerciale de Ganri. Lancé le mois d'août 2014, ce bâtiment est destiné à abriter le centre de documentation en propriété intellectuelle. C'est un bâtiment à 2 étages, comme vous le voyez sur la perspective. Donc il est composé de bureaux pour l'équipe qui doit gérer l'ANAPI et d'une grande salle de réunion et d'une salle de documentation. C'est un bâtiment pour un coût de 378 millions de francs hors TVA. Entièrement financé par l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, l'ouvrage est presque à la phase de finition et pourrait être réceptionné dans un délai de 4 mois. Arrivé au constat, la ministre en charge de l'industrie s'est réjouie de l'ambiance de travail qui règne sur le chantier. Tout est exécuté dans les règles de l'art, ce que nous recommandons aux maîtres d'œuvre. C'est un bâtiment qui est prévu, un délai d'exécution de 10 mois. Ils sont à 6 mois. Apparemment, tous les gros œuvres sont terminés et d'ici la semaine prochaine, ils vont commencer les travaux de finition. C'est pourquoi je leur demande de nous faire des travaux de qualité, qui est la finesse, pour que le bâtiment soit l'un des bâtiments les plus jolis, beaux de la sous-région. Il importe de signaler que certaines difficultés persistent dans l'exécution des travaux de ce chantier. Le directeur général de l'ANAPI, la principale structure bénéficiaire de l'édifice, n'a pas manqué de le signaler à la ministre de tutelle. Conformément à l'accord de siège signé avec l'OAPI, notamment l'article 12 de cet accord de siège prévoit que toutes les activités de l'OAPI sont exemptées de la TVA et des autres droits. Depuis 6 mois, l'entrepreneur n'arrive pas encore à bénéficier de cette exonération sur ses achats. Donc aujourd'hui, le problème se pose notamment au niveau de la mission fiscale des régimes d'exception pour qu'on puisse l'aider à obtenir cette exonération pour la poursuite normale du chantier. Le problème sera pris à bras le corps par le ministère. Nous allons trouver une solution le plus rapidement possible.
Voilà, vous avez constaté avec moi que c'est plutôt Renaud Capo qui a fait irruption avec cette sortie de la ministre en charge de l'industrie sur le site du Centre de documentation en propriété intellectuelle, CISA Ganri. Nous retrouvons à présent la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui diffuse les comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2013. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni à Cotonou des cadres de l'administration publique, des organisations internationales et aussi le secteur privé. Un excédent de 99,1 milliards en 2013 contre 69,6 milliards en 2012. C'est l'une des révélations de la journée de diffusion des comptes extérieurs, un exercice annuel qui permet d'apprécier les performances économiques des États de la BCEAO. La journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs permet à la Banque centrale de partager avec les acteurs économiques l'analyse des évolutions économiques et financières récentes et les perspectives du pays en termes de compétitivité. La tenue de la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs traduit également la volonté des hautes autorités de la Banque centrale d'œuvrer résolument en collaboration avec l'ensemble des acteurs privilégiés que vous êtes à l'amélioration continue de la qualité des statistiques produites dans les pays membres de l'Union. La 7e édition de ce rendez-vous d'éclairage intervient dans un contexte marqué par quelques nouveautés. Le tarif extérieur commun, c'est un défi pour tous nos États. Et je crois qu'à travers cet exercice, nous devons essayer de voir si au-delà des analyses habituelles, il n'est pas important d'apprécier en quoi le Bénin, de façon particulière, et les pays de l'UEMOA en général dans leur spécificité, préparés pour pouvoir répondre favorablement à ce défi du tarif extérieur commun et quelles sont les options de politique économique qui peuvent être recommandées et suggérées à nos États pour pouvoir répondre au mieux à ce défi-là. Le deuxième contexte, élément de contexte, c'est l'entrée récente en vigueur du nouveau pacte de convergence de l'UEMOA. Enfin, au niveau national, cette journée est une opportunité pour nous parce qu'elle intervient dans un contexte où le gouvernement a engagé beaucoup de réformes. Cette année, les travaux ont aussi porté sur les résultats d'une étude consacrée aux investissements directs étrangers dans les pays de l'UEMOA. Le directeur général du FNPEJ au contact des bénéficiaires, Christophe Vingbe, est allé constater l'installation effective de certaines entreprises financées par le fonds qu'il dirige. Sa tournée l'a conduit dans les communes de Glazoué, Zobodome et Boycon. Voici le reportage. Christophe Vingbe tient à toucher du doigt les acquis du FNPEJ. Sa démarche de suivi rapproché l'a conduite à Togbo, dans la commune de Glazoué. Ici, c'est l'éleveur Jacques Ndasso qui s'efforce de fructifier son crédit de 4 millions de francs CFA. Grâce à ce crédit, j'ai pu réaliser, j'ai une bande de 1300 en conduite. C'est Jacques, parmi ces milliers, qui a pu recevoir la notification de crédit le 20 novembre dernier, que le chef de l'État, Dr Boniyayi, lui-même t'a remis. Et nous sommes venus, car il nous a dit de venir voir. Et nous avons vu ce que tu es en train de faire. À Zobodome, la délégation conduite par Christophe Vingbe évalue les activités du promoteur Sylvestre Adjimabou, un maraîcher très confiant. Le crédit est pour 5 ans, mais avec ce que nous sommes en train de faire, déjà à 200 maxi, sinon 1 an et demi, nous allons solder le montant que nous avons pris à FNPEJ. Une fois que tu aurais remboursé, avant l'échéance même, tu vas entrer dans une autre catégorie pour bénéficier des fonds plus importants, plus colossaux, afin d'agrandir ce que tu as commencé. Le constat sur le terrain est source de satisfaction pour la délégation. Il faut reconnaître que nous sommes satisfaits. C'est la preuve qu'une nouvelle page s'ouvre pour la jeunesse vertueuse. À elle de vite se mettre au pas pour bénéficier de cette opportunité. Outre les promoteurs, la délégation s'est tournée vers les partenaires du FNPEJ. Il s'agit d'évaluer les acquis et d'envisager l'amélioration des résultats déjà obtenus.
Évoquons à présent un liquide précieux, le partenariat national de l'eau en assemblée générale ordinaire à Cotonou. La rencontre est placée sous le signe de la dynamisation des acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'eau au Bénin. Entre autres sujets à aborder au cours de cette rencontre, la validation du plan de travail du PNE Bénin pour l'année 2015. Ibrahim Lawani y était. Son reportage vous est présenté par Clotaire Awakou. Le Partenariat national de l'eau est pour l'État béninois un acteur privilégié. Ces actions dans la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin sont bien appréciées par les partenaires techniques et financiers et les autorités gouvernementales. Dans le paysage de la gestion durable des ressources en eau dans notre pays, le PNE occupe une place de choix. En ce sens qu'en tant qu'organisation de la société civile, il a joué et continuera de jouer un rôle important dans la concrétisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans notre pays. Les résultats atteints par les acteurs de gestion de l'eau dans le cadre des OMT sont intéressants. Les défis majeurs restent cependant à relever. Le bilan partiel 2013 montre qu'il y avait encore 70% des prélèvements d'eau douce qui doivent être destinés à la production alimentaire. Et malgré cela, 870 millions de personnes souffrent tous les jours de la faim. 770 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, à une source d'eau potable. 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à un système d'assainissement adéquat. 75% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans la nature sans traitement. Ce sont des chiffres qui parlent. Nous avons besoin d'être un réseau fort avec un membership assez actif. L'animation de la vie associative du réseau est une nécessité impérieuse si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Le PNE Bénin compte sur la disponibilité des acteurs locaux pour faire de l'eau l'affaire de tous. Une remise à niveau pour les jeunes volontaires d'expertise professionnelle déployés au titre de l'année 2014. Elle est organisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Et Mérida Pessoton a demandé à la directrice de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes l'importance de cette formation. Et voici la réponse de Pauline Condé. Le programme de volontariat des jeunes a prévu une formation pour outiller ces derniers à mieux faire leur travail. Ces jeunes ont besoin de savoir exactement ce pourquoi ils sont recrutés. Le volontariat et le développement. Le programme de volontariat d'expertise professionnelle a prévu de former les jeunes recrutés d'abord sur ce que c'est que le volontariat. Ils doivent savoir le corps de volontariat, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ensuite, il y a les valeurs cardinales qui est nécessaire pour le développement. Ils auront aussi des notions sur le développement personnel, le comportement. Donc tout ça là, c'est pour leur permettre de mener à bien la mission que le peuple veut leur confier. Les volontaires déployés dans l'Atlantique littoral sont attendus du 2 au 7 à Cotonou. Ensuite, pour ceux qui ont été déployés dans l'Ouémé, le plateau, ils sont attendus au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. La formation durera du 2 au 7 mars. Pour ceux qui sont dans les autres départements, Zou Colline, Monokoufo, Atakora Donga, Boago Alibori, c'est du 9 mars au 14. Eux, ils sont attendus dans leur département, au chef-lieu de leur département, au niveau des directions départementales. Nous prions vraiment les structures d'accueil de libérer les jeunes volontaires d'expertise professionnelle, d'autoriser les jeunes volontaires d'expertise professionnelle pour participer à cette formation qui est capitale pour leur propre structure et pour le programme. Nous souhaitons vivement que tous les volontaires soient présents et à l'heure, à 7h30 chaque jour au lieu de formation. Dans le sillage des jeunes, retrouvons la Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir qui apporte sa pierre à l'édification de l'école primaire publique Ndé 2 dans le 6e arrondissement de Cotonou. Awa Chérif nous précise qu'elle vient de lancer les travaux de construction de la clôture de cette école. Voici les images. Après le quartier Ladji en 2012, la Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir vole au secours des écoliers de l'EPP Ndé 2. Elle vient d'initier la construction d'une clôture pour permettre à ses élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Cotonou-Saphir a donc pris le pari de faire de ce centre d'éducation
un lieu sain à travers le projet de clôture de l'EPP René 2. Nombreux sont les partenaires, tant publics que privés, qui ont été approchés pour soutenir cette cause sociale. Je me dois de leur laisser pour dire cette citation de Margaret Mead qui dit « Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. » Vous êtes des jeunes qui ont pris la décision tout seuls après analyse d'aider leurs jeunes frères à avoir un cadre sain afin de bien assimiler les leçons. Fier d'être témoin vivant du présent acte, je m'engage à une bonne supervision avec l'aide de mes pairs, directeurs, chers instituteurs et les associations des parents d'élèves. Un geste qui fait le bonheur de ces apprenants et interpelle les autorités à divers niveaux. La jeune chambre internationale Cotonou-Safi nous a choisis pour nous égayer et nous remonter le moral. Ici à Rendé, nous vivons au quotidien dans l'insalubrité, totale au grand mépris des autorités. Quelqu'un qui a son champ et d'autres viennent lui labourer une bonne partie. Vous comprenez que dans notre position, le membre exécutif de l'armée de Cotonou, nous ne pouvons que les remercier et remercier tous les donateurs. Et ça nous rappelle à l'ordre, ça nous rappelle ce que nous avons à faire et que nous avons oublié ou manqué de faire. Plusieurs associations ont apporté leur pierre à l'édifice, entre autres l'ONG Solidarité Jeune, le journal Matin Libre, le Lions Club, le Rotary Club International. D'autres bonnes volontés sont également attendues. Les populations du village de Tou, dans la commune de Ouida, disposent désormais d'un forage d'eau, fruit de la coopération entre le ministère de l'Emploi des Jeunes et l'ONG Bonagera. Ce forage a été mis en service jeudi dernier en présence de Alain Dossuovo. L'eau est source de vie, a dit l'adage, mais lorsque cette eau est difficile d'accès, la vie devient plus compliquée. Et cela, le ministère en charge de la microfinance et de l'emploi des jeunes l'a si bien compris en envoyant 5 jeunes au projet Songhai pour se faire former aux techniques de fabrication de forage avec des moyens de bord. L'idée fondamentale de l'ONG Bonagera qui a été fondée en Allemagne, c'est que nous sommes convaincus que l'Afrique détient plus de 98% des réponses à ses propres questions. Et c'est pour ça que nous sommes plus ou moins à la chasse d'exemples probants qui existent, mais qui sont souvent solutions niches. C'est-à-dire, elles sont quelque part, mais ont des difficultés de s'épandre. D'une dizaine de jours, ils ont pu, grâce à leur volonté, leur détermination, acquérir la compétence, comme vient de l'expliquer notre ami allemand, la technique, n'est-ce pas, s'approprier des techniques de forage. Et depuis, en se basant sur les technologies endogènes. Et c'est ça ce qui est innovateur. Avec au plus 600 000 francs, déjà vous avez, n'est-ce pas, de l'eau potable. Tout à l'heure vous avez vu les jets d'eau à 1800 litres par heure. C'est important. Je suis parmi les premiers formateurs qui a été formé à Songhai. Alors nous sommes ici aujourd'hui, je remercie surtout notre formateur. Actuellement, il y a la majorité des gens qui souffrent de eau potable au Bénin, surtout dans les petits villages. Mais avec 600 000 ou plus, on a l'eau potable à la maison. Vraiment, je suis tellement fier. Aujourd'hui, ce forage permet aux populations de Ouesset-Tou, commune de Ouida, de disposer à moindre coût de l'eau potable, mais aussi de permettre à ces jeunes de répliquer leurs connaissances à d'autres jeunes pour pérenniser cette expérience. Remise de véhicules à l'Association des artisans, une œuvre de la coopération suisse qui apporte ainsi son soutien aux artisans béninois. C'était mercredi dernier au centre de promotion artisanale à Cotonou. Awa Chérif. Un véhicule 4x4 flambant neuf au profit des artisans béninois. C'est le fruit de la coopération entre la Suisse et le Bénin.
Ce don intervient dans le cadre du projet de plaidoyer des organisations socio-professionnelles que soutient la Suisse. Le programme a pour objectif d'accompagner les organisations socio-professionnelles agricoles et artisanes, son nombre de 4, dans leurs efforts de plaidoyer pour l'élaboration de politiques nationales, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine artisanal, propices et en faveur des artisans et des artisanes ou des exploitations familiales agricoles. Nous réitérons nos sincères remerciements à la coopération suisse pour ce geste en faveur du renforcement institutionnel de l'Union des chambres interdépartementales de métiers, tout en souhaitant longue vie à la directrice et à tous ses collaborateurs. Selon le représentant du ministre de la Culture, c'est une étape qui traduit la commune volonté des deux pays à faire du secteur artisanal un pôle de croissance économique. Je voudrais en ce jour vous porter le remerciement du ministre de la Culture qui est très réjoui donc, de cet apport, de cet appui et de cette vision qui tend à porter notre artisanat pour la création de richesses et la création d'emplois. Eh bien, le joyau qui sera remis aujourd'hui serait utilisé à bon escient. Vous ne serez pas surpris de voir que demain, ça va être le déclic pour amener les artisans à aller plus loin dans la création de la richesse pour notre pays. Le coût global du projet est de 2 milliards de francs CFA, un projet qui durera 3 ans. Le 8 mars prochain, comme chaque année d'ailleurs, la femme sera à l'honneur. Le Bénin se prépare pour cette célébration avec un colloque et le choix d'un pagne pour la circonstance. Suivons ici les détails avec la directrice de la promotion de la femme et du genre au ministère de la Famille. Elle est au micro de Jean-Claude James. L'innovation qu'il y a, c'est que nous allons faire un forum de la femme béninoise sur 3 jours, où nous aurons à faire la réflexion sur la situation de la femme au Bénin, des indépendances à nos jours, l'état de lieu de toutes les actions menées dans le cadre de la promotion de la femme, et pouvoir veiller à regarder les déterminants, les facteurs qui peut-être ne nous permettent pas d'aller à une meilleure promotion de la femme. Nous allons essayer d'analyser tous ces aspects. Vous voyez, monsieur, loin d'être une cérémonie festive, nous allons nous pencher sur toutes les questions qui freinent la promotion réelle de la femme béninoise. Et à ce titre, nous avons déjà ciblé un thème qui cadre avec le contexte national où nous avons des élections. Le thème niveau national retenu, c'est bien la femme dans la prise de décision, facteur de développement durable. C'est ce que nous avons retenu en interne. Évidemment, le pagne a été déjà imprimé, c'est ça que vous venez de dire. Et le pagne est au niveau du ministère, de notre ministère en charge de la famille, au niveau des structures déconcentrées du ministère, à savoir les directions départementales, au niveau de toutes les communes, dans nos centres de promotion sociale, nos structures niveau communal, on trouvera également ce pagne qui est déjà imprimé en 4 différentes couleurs, avec 4 différents messages. Le Centre des jeunes et loisirs de Wenhi dispose désormais d'un mini-parc d'attractions. L'ouvrage a été aménagé grâce aux subventions du ministère des Sports et des Loisirs. Carmen Toudonou, de retour de l'inauguration de ce centre. Voilà pour l'acte solennel de mise en service de cet espace entièrement dédié aux loisirs à Wenhi. L'infrastructure est financée grâce aux donations du gouvernement au profit des centres des jeunes et loisirs, d'où la gratitude du maître des lieux à l'endroit du ministre des Sports. C'est un ministre pragmatique qui mérite d'être applaudi, d'être encouragé, d'être félicité. Parce que depuis son avènement à la tête de ce département ministériel, je crois qu'il a brisé des chaînes qui engouffraient les centres des jeunes de loisirs en République du Bénin. Et c'est sous lui, sous son règne, que les centres ont commencé par recevoir des subventions. Oui. Et c'est des subventions que
moi je me suis dit, il faudrait donner une légitimité au centre de jeunes et de loisirs en République du Bénin. Il faut donner une légitimité, une visibilité surtout au ministère. C'est donc le volet loisirs du MJSL qui est pris en compte à travers cette activité. Une manière de démontrer aux sceptiques que Safi Ouafo n'est pas que le ministre des Sports. Les centres de jeunes et de loisirs sont pour le département de la jeunesse, des sports et des loisirs la vitrine au sein de nos communes. Ces centres représentent ce que sont les circonscriptions scolaires pour l'enseignement secondaire et les centres de promotion de santé pour la santé. Ces centres sont les lieux d'excellence, d'animation pour la jeunesse, de loisirs sains pour toutes nos populations et particulièrement pour la jeunesse. Et c'est pour cela que notre département ministériel a mis en place des subventions pour soutenir les projets de ces centres de jeunes et de loisirs. Le mini-parc attractif du CJL de Wenhi contribuera sans doute à l'épanouissement de l'enfance et de la jeunesse de la localité. L'artiste de la musique traditionnelle Toyon Aledo Haïfa a été inhumé samedi dernier dans son village natal à Klankba. Plusieurs artistes et personnalités étaient présents à la cérémonie d'inhumation pour honorer la mémoire de l'illustre disparu Awa Sherif. Pour les détails. Décédé dans sa 95e année, l'icône de la musique traditionnelle Toyon Aledo a été conduit dans sa dernière demeure. Créateur du rythme Toba Hanye, dont il est l'unité principale de mesure, le roi Aledo a reçu les hommages de la nation béninoise. Le gouvernement s'est fait représenter par le ministre de la microfinance. Comme on le dit en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Nous venons de perdre un baobab de la chanson béninoise. Et là, au nom du gouvernement du Bénin, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, m'a instruit à être à cette cérémonie pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille. Je suis là pour dire à la population d'Aklankpa que nous les soutenons par rapport à ce drame qui vient de frapper Aklankpa. Nous sommes venus leur dire que nous les soutenons. De jour comme de nuit, le gouvernement est là pour accompagner les 10 fils comme la grande vedette Aledo qui vient de tomber. Tout un honneur, c'est tout un honneur pour d'abord la famille Haïfa et ensuite pour tout l'arrondissement d'Aklankpa. Enfin, pour la communauté Mari. C'est vrai, parler de doyen Aledo, vraiment c'est un peu difficile. C'est un homme qu'on ne peut pas remplacer. Et c'est ce qui fait vraiment le fossé entre ces fils que nous sommes et lui qui est en train de partir. L'humilité, l'amour, le pardon sont les valeurs qui ont toujours caractérisé l'artiste. Aledo Toyon dort en paix. Tes œuvres resteront dans les mémoires des Béninois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prenez rendez-vous à 21h avec votre émission Dossier du dimanche qui s'interroge aujourd'hui sur les acquis de la conférence nationale 25 ans après. Célestin Mara reçoit pour vous Maître Robert Dossou, Monsieur Pascal Gandaro et un autre Pascal que vous connaissez bien, Pascal Todjinou. Merci de votre aimable attention.